Je prends l'occasion pour maintenant saluer tout le monde, toutes les personnes venant de partout au Canada. Et la représentation qu'on a ici est vraiment fantastique. Il vient de partout. Je suis vraiment très très heureuse de commencer. Je ne veux pas dépenser davantage de temps ici, de façon telle que le docteur Kirchhoff peut maintenant passer à l'action. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Antonella Lascali et je suis la directrice du réseau canadien du psoriasis. Avant que de regarder à ce qu'on a à offrir, il faut que tout le monde sache exactement ce qui est offert de façon telle que tout le monde soit en syntonie. J'ai déjà dit qu'on peut écouter en français. Pour le faire, il y a un bouton qui est tout en bas de l'écran, de façon telle que vous pouvez passer au français. Vous pouvez toujours, bien sûr, passer en anglais si vous préférez. Et il y a notre collègue Siro qui est en train de traduire vers le français. Il y a ici des instructions pour donc dire le tout en français. Il y a des dépôts en français donc. Je vous rappeler que tout est enregistré dans les deux langues, anglais et français. Et dans une semaine, on va le partager sur notre site internet sur l'adresse VPN. Je vais aussi vous envoyer directement l'enregistrement si vous êtes enregistré. Ça, c'est donc un long webinaire, mais c'est vraiment très intéressant quand il y a plein de renseignements. Donc, je voudrais maintenant vous rappeler que tous les participants sont maintenant en mode silencieux, en sourdine, en fait. Et donc oui, si vous voulez mentionner d'où vous venez, affichez-le dans la boîte du clavardage. Et après, quand on peut passer à la présentation du Dr Kirchhoff, je voulais aussi vous dire que ces renseignements, comme tout renseignement, c'est du renseignement général. Si vous voulez donc des questions personnelles au sujet d'un vaccin, d'une thérapie, pour ça, vous devez parler directement à votre médecin de famille. Et les renseignements que Dr Kirchhoff nous donne, évidemment, viennent de données qui viennent des études. Il n'est pas là pour fournir des conseils individuels ou de recommandations. Non, ce sont des renseignements généraux. Et si vous voulez quelque chose de plus, il faut que vous en parliez à votre médecin de famille ou le spécialiste. Bien sûr, on veut aussi dire que on est là parce qu'on est parrainé. Et c'est grâce au parrainage qu'on peut maintenant avoir ces webinaires. Et c'est pour ça qu'on peut avoir Dr Kirchhoff ce soir-ci. En outre, à cause du fait qu'on parle des vaccins et de tout cela, on peut vous dire que les parraineurs ne sont pas en train de soutenir des produits pour lesquels ils ne y croient pas. Si maintenant le docteur parle de quelque chose qui n'a pas été approuvé, il faut qu'il le dise. Ça, c'est quelque chose de technique et c'est quelque chose qu'il faut qu'on dise aussi à vous tous. Bien. Et on dit tout cela. Ça, c'était tout ce qui touchait la logistique. Regardons maintenant au réseau canadien du psoriasis. Et, bon, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, ce réseau est un organisme national à but non lucratif avec un conseil où les personnes qui participent sont des personnes qui ont été atteintes par la psoriasis dans cet organisme. On a des personnes de partout au pays qui sont là. Et ils viennent pour ce genre de webinaire ou pour d'autres événements. Ceci signifie aussi que nous voulons améliorer la vie des personnes qui ont été atteintes par le psoriasis partout au Canada. Et on le fait en partageant des renseignements, en proposant des événements informatifs comme celui-ci. C'est pour ça que je voulais vous dire que si vous êtes intéressé à garder le contact pour avoir des renseignements pour tous les événements, pour tout ce qui se passe au Canada au sujet du psoriasis, et peut-être vous aussi vous engager, pourquoi pas. À ce moment-là, vous
vous avez ici le choix. Regardez cpn-rcp.com. Ça, c'est nous. Et aussi, participez là où vous êtes, là où vous voulez le faire. Bien. Avant que maintenant je ne cède le micro au présentateur, je voudrais vous donner une idée de ce qui se passe ce soir. Donc, on a ces webinaires. C'est le premier pour cette année-ci. Et c'est la première fois qu'on a maintenant un webinaire. On avait déjà un webinaire avec lui en 2020. Peut-être vous l'avez déjà vu, le webinaire. Et c'était maintenant pour nous donner un contexte, car à ce moment-là, on ne savait pratiquement rien de ce qui se passait au beau début de la pandémie, en fait, dans nos communautés. Après quoi, on en a eu un mars 2021, et ça c'est quand finalement les vaccins commençaient à être présents. On a donc regardé à ce qui se passait au sujet des vaccins, qu'est-ce qu'on savait, ce qu'on ne savait pas. Et maintenant, on pensait que maintenant, c'était important que de ramener ce excellent présentateur, Dr Kirchhoff, pour voir ce qui se passe en termes des limites, des vaccins, et ainsi de suite. Ce qui nous permettait maintenant que de conclure cette série de webinaires au sujet du psoriasis et de la Covid-19. Car il y a pas mal de questions, vraiment beaucoup, qu'on reçoit au sujet de la Covid-19 et ce qui se passe. Et c'est pour ça, pour nous, ça c'est vraiment l'opportunité d'or. On a donc demandé au Dr Kirchhoff que de revenir et de partager ses idées sur ce qui se passait en termes du rapport entre la Covid-19 et le psoriasis. Ce qui se passe donc avec non seulement la pandémie elle-même, mais avec les vaccins. Et où on est en train d'aller, en fait. Car, non seulement dans tout le pays, mais spécifiquement aussi cette communauté. Et c'est pour ça que maintenant, je voudrais vraiment céder le micro de Kirchhoff. On n'a pas vraiment beaucoup de temps. Et c'est pour ça, pour les personnes qui ne savent pas, le présentateur ce soir, c'est le Dr Kirchhoff, qui s'appelle Marc. Il est le chef de la division de dermatologie et à l'Université d'Ottawa et aussi dans l'hôpital d'Ottawa. Après avoir reçu son degré en biologie moléculaire, il a par la suite obtenu un doctorat à l'Université de Western à London, en Ontario. Après quoi, il est passé à étudier la médecine en Colombie-Britannique. Finalement, en 2018, il était directeur à l'université de Queens, en Kingston, en Ontario, où il a coordonné des programmes aussi bien pour les étudiants de premier cycle, de deuxième cycle. Il a écrit plein d'articles. Et il a aussi parlé à des meetings nationaux ainsi qu'internationaux. Et il s'occupe il s'est aussi occupé du fait de beaucoup de recherches, puisqu'il a obtenu plein de prix, ou il a décerné plein de prix. Mais il travaille aussi à l'hôpital, n'oublions pas ça. Il est aussi un membre du conseil de l'Association de dermatologie du Canada. Et si vraiment il y a quelqu'un qui peut vraiment nous donner tous ces renseignements en 2 secondes, enfin dans le temps alloué aujourd'hui, c'est bien lui, le Dr Kirchhoff. Merci bien pour cette présentation très gentille. Il y a bien sûr pas mal de renseignements. Donc si je dois parler un peu plus vite pour que ça arrive. Voici maintenant ce que j'ai à dire au sujet des intérêts. Objectifs, les voici. Donc, l'état actuel pour la communauté avec psoriasis, arthrite psoriatique à cause de la Covid-19, les soins prises, vaccins, sommes-nous à la fin de la pandémie? Et maintenant, est-ce qu'on est en train d'entrer dans une phase endémique? Qu'est-ce que ça signifie? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Et finalement, il faut se préparer s'il va y avoir une autre pandémie, car il peut toujours y en avoir une autre. Car on ne sait jamais quand ça va nous toucher. Bien. Où est-ce qu'on en est maintenant? L'état actuel de la pandémie.
Voici les données venant de l'Université Johns Hopkins au Maryland aux États-Unis, où on voit les personnes qui ont eu la maladie. Voici, c'est-à-dire 500 millions de personnes connues. Probablement, il y en a beaucoup plus que ça. Les personnes qui ont été, les doses de vaccins qui ont été utilisées, c'est plus de 11 milliards. Au Canada, voici, ça à nouveau les chiffres américains pour le Canada, c'est 3,7 millions de cas, 38 000 décès. Voici ce qu'on trouve au Canada, surtout au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, moins ailleurs dans les provinces et les territoires où il y a moins de population. Et bien sûr, on voit qu'il y a eu de la Covid partout au pays. Comme on voit ici, il y a cette courbe, ici à la droite, où il y a cette augmentation. Ça, c'est à cause des variantes de la Covid-19. Un des mots-clés, c'est comment maintenant on parvient à parvenir à l'immunité collective. Car il y a du monde qui a été vacciné, il y a du monde qui est passé par la maladie. Et donc, il n'y a pas d'immunité collective, car c'est très facile que de passer le virus ici. Ça, c'est quand il n'y a pas d'immunité. C'est ça, comme ça que ça a commencé. À ce moment-là, l'autre facteur très important, c'est que maintenant, il fallait regarder à l'infectiosité. Donc, ça veut dire la façon par laquelle le virus passe d'une personne à une autre. Et le plus de personnes avaient obtenu ce virus, à ce moment-là, il y avait davantage de personnes qui étaient immunisées maintenant contre ce virus spécifique. Toutefois, le virus commence à changer. Et il est parti de 2,5, on le voit ici, à 6,5 pour le Delta, comme vous le voyez. Et il y a maintenant aussi la variante Omicron, où on est parvenu à une infectiosité de 10. Donc, il est bien plus infectieux qu'auparavant. Mais, on est plus immunisé, on est déjà passé par la maladie ou par le vaccin, et donc la transmission est en train devrait chuter. La raison pour laquelle on a cette transmission, c'est à cause de la protéine spike, peut-être vous l'avez déjà entendu, qui se trouve sur la surface de la particule du virus. C'est la façon par laquelle le virus entre dans la cellule. Ça, c'est ce qui permet maintenant au virus d'interagir avec nos cellules, d'y entrer et maintenant de déclencher la maladie. Donc, le plus il y a de mutations, le plus la protéine s'ouvre, comme vous le voyez. Auparavant, elle était plus fermée, maintenant elle est en train de s'ouvrir. Voici maintenant des données qui viennent de l'année dernière, où on voit les phases de ces variantes, comme vous le voyez. La rapidité aussi avec laquelle ces variantes se manifestent. On a donc davantage de quelque chose qui est plus infectieux. Mais le taux d'hospitalisation est amoindri. C'est là qu'on se trouve aujourd'hui. Donc voici, on a l'original, l'alpha. Puis après, quand on est passé l'alpha, bêta, gamma, etc., etc., je crois qu'on a sauté quelqu'un. Et maintenant, on se retrouve avec l'Omicron. L'Omicron. On a aussi de sous-variantes de l'Omicron. C'est quelque chose qu'on trouve maintenant partout au monde. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé et puis il est partout. On est mieux maintenant qu'auparavant. On n'a qu'à regarder ce qui passe à Ottawa. Voici les eaux usées d'Ottawa. Et si maintenant on regarde au signal viral qu'on trouve chez nous à Ottawa, et ce qu'on remarque, c'est que en orange, il y a le signal viral sur 7 jours. Alors qu'ici maintenant, et ça c'était le Delta. Après quoi, on a aussi le taux d'hospitalisation qui était très élevé. Et ça c'était auparavant, tout au début de l'année. Mais maintenant, c'est pas le cas. Donc on a le chiffre a grimpé, mais il n'y a aucun changement d'un point de vue de l'hospitalisation. Ce qui signifie que l'Omicron cause moins de décès, moins de problèmes. Et il y a deux variantes ici, comme vous le voyez, qui sont maintenant celles qui ont vraiment sont celles qu'on trouve partout, parce que sont plus forts que le B1 ou 1. Et maintenant, on peut regarder
au fait on est en train de passer d'une pandémie à un état endémique. Donc on a quelque chose qui est toujours là. Il faut vivre avec. Il va y avoir des fluctuations. Et une pandémie, c'est qu'on a plein de décès à droite à gauche. Par exemple, on a ici la grippe espagnole qui a eu lieu, heureusement, cette pandémie-ci n'a pas été aussi mauvaise. Regardons maintenant au changement qui est passé de la pandémie à l'état endémique. Comme vous le voyez ici, ce qui se passe maintenant, ça arrive pour plusieurs maladies. Quand il y a la maladie maintenant endémique, par exemple la grippe, qu'on voyait auparavant, à chaque saison, on voit que l'augmentation, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et donc on devrait voir maintenant quelque chose de semblable. On va avoir une montée des cas, un pic, mais le taux de mortalité qu'on avait vu ne devrait pas être là. Mais comme la grippe, ça peut arriver qu'on peut avoir des mutations étranges qui vont maintenant frapper les gens et en tuer beaucoup. Maintenant, si on regarde au cas, le nombre de cas reste élevé, mais le taux de décès décroît. Les nouvelles variantes sont plus contagieuses. Et la Covid-19 vraiment, est en train de phaser une phase endémique, peut-être avec des pics saisonniers, comme l'avait vu pour la grippe. Que se passe-t-il maintenant du côté des vaccins qui sont ce qui nous aide? Si vous regardez à l'état des vaccins, il y a des poches, ça et là, où il n'y a pas beaucoup de vaccins. Ça cause un problème pour le reste du monde. Ça, c'est la carte du monde où on montre au moins les gens qui ont reçu au moins une dose. Et au Canada, on est vraiment, on a de la chance. Et aux États-Unis aussi, on a moins de 80% des gens qui ont reçu au moins une dose. C'est un problème. Et pratiquement en Afrique, là aussi, on a vraiment, il n'y a pas eu beaucoup de vaccination. Et si maintenant on regarde à l'état totalement vacciné, le Canada à nouveau marche bien. Regardons aussi le Brésil. Les gens qui ont maintenant ont une dose, et maintenant si on regarde les gens qui ont deux doses, ils l'ont pas. Pas au Brésil. Après quoi, comme je vous montrais, on pense qu'on a besoin de continuer d'avoir des rappels. Voici donc le niveau de rappel partout au monde. 50% est vraiment le taux le plus haut. Au Canada, à ce genre de taux. À nouveau, l'Afrique, pratiquement, on n'a rien de ce côté, malheureusement. L'Inde, le Pakistan aussi, où il y a beaucoup de personnes, là aussi, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été vaccinés. Donc, il y a une grande partie du monde qui n'a pas été vaccinée pour maintenant bloquer la maladie. Regardons maintenant en résumé partout au monde. Au monde, 67% ont été vaccinés, 60% ont été totalement vaccinés. Donc oui, il y a une certaine corrélation. Après quoi, pour ce qui touche maintenant le rappel, il n'y a que 24% des gens qui ont eu le rappel au Canada. C'est bon parce qu'on a 89% de vaccinés, 83%, 2 doses, 49%, 3 doses, voire 4. Regardons maintenant au développement des vaccins. Je l'avais déjà montré lors de la toute première présentation. Il y avait 10 vaccins qu'on est en train de produire. Après quoi, il y en a eu davantage qui ont été approuvés, autorisés. Il y en a une vingtaine maintenant qui l'ont été. Mais 14 ont été abandonnés. Donc la science est en train d'éliminer les mauvais vaccins. Mais il y en a d'autres qui sont en train d'arriver, comme vous le voyez. Et ce sont des vaccins aussi qui ciblent les variantes. Peut-être vous le connaissez déjà. Il y a bien sûr le Pfizer, BioNTech, l'AstraZeneca, le Moderna, le Novavax, Johnson & Johnson. Et il y en a d'autres qu'on trouve partout au monde, qui sont approuvés, qui viennent de la Russie, qui viennent de la Chine, qui ont été approuvés ou n'ont pas été approuvés. Et s'ils n'ont pas été approuvés, ils ne vont pas venir ici au Canada. Le fait est que maintenant, on a une diminution du titre en termes d'anticorps. Et comme vous voyez ici, il y a un seuil.
où vous allez avoir moins de protection. Après 6 mois, le nombre d'anticorps qui te protègent maintenant descend. Et c'est pour ça qu'on pense qu'au moment de 6 mois, il faut avoir le rappel pour nous protéger. Peut-être on ne va pas en avoir besoin en été, mais plus tard, en hiver, oui. Quand on est dans des endroits qui sont fermés, on aura besoin. Ils sont en train de développer donc une combinaison où il y a la Covid-19 avec la grippe. L'autre chose est que, dépendamment de la réponse immunitaire, et ça c'est vraiment très important pour les patients du psoriasis, la réaction va aussi vous donner une idée de si ça va vous donner une bonne réaction, vous allez avoir de bons anticorps ou pas, anticorps bons, anticorps qui sont bons ou pas. Ça c'est surtout vrai pour les personnes atteintes par la psoriasis, car souvent elles sont immunocompromises. Regardons maintenant au fait qu'on va perdre environ la moitié des anticorps passant 8 jours. Les vaccins au début qui offraient 90% de protection se retrouvent à n'être efficaces qu'à 70% après 6-7 mois. Et ça, c'est la chose au niveau mondial, car on va se retrouver avec des pics. Les mutations ne sont pas si différentes du virus initial de la Covid-19. Regardons maintenant à la protection décroissante des vaccins. Voici des données qui viennent de l'Angleterre. Donc on a AstraZeneca, Pfizer, Moderna, et comme vous le voyez, et on a aussi regardé à l'hospitalisation, les décès et les cas symptomatiques de la maladie. Après les 2 doses, vous allez remarquer qu'il y a un certain déclin, n'est-ce pas? Donc ça marchait bien, après quoi, ça dégringolait. Même avec le Pfizer aussi. Pour les hospitalisations, non, ça c'est quelque chose de bien plus stable. Alors qu'avec l'AstraZeneca, ça flanche un peu. Quand on regarde maintenant au décès, il y a un petit déclin chez Pfizer. Il faut maintenant regarder un certain groupe. Celui des populations vulnérables et non vulnérables. Les personnes qui sont plus vieilles, qui ont plusieurs maladies. D'ailleurs, c'est pour ça que là, vous allez voir qu'il y a l'efficacité du vaccin avec l'AstraZeneca et Pfizer. Et comme vous voyez, oui, c'est bon pour presque 20 semaines. Mais après les 20 semaines, ça dégringole. Et c'est pareil aussi pour le Pfizer. Comme vous le voyez dans cette population. Quand maintenant on regarde dans un groupe qui n'est pas cliniquement extrêmement vulnérable, là aussi on remarque un déclin qui n'est pas aussi prononcé qu'on remarque dans le groupe vulnérable. Donc, les taux restent inférieurs aux objectifs. On voudra avoir une 3e dose de celle du rappel partout au monde. Une unité décroissante importante. Et que donc ce que 24% qu'on a de croître. On remarque aussi que le taux d'hospitalisation décroît. C'est bon, il y a de la protection. Mais on va avoir besoin de rappel tout le temps. Probablement un par an. Regardons maintenant au rapport entre Covid-19 et psoriasis, il y a eu des articles qui ont été papiers, je peux le partager avec vous, au sujet des risques perçus, au sujet de la Covid-19 parmi les individus atteints de psoriasis. Donc vous allez voir que, en fonction de plusieurs facteurs, les gens pensent qu'il y a quelque chose comme plus de 400 patients. Et maintenant, si vous avez plus de psoriasis, vous allez penser que le risque est bien supérieur. Si vous êtes en quarantaine, de même, vous allez penser que le risque est pire. Et si vous avez une comorbidité, si vous avez un arthrite psoriatique, à nouveau, vous avez cette perception. Vous êtes une femme,
pareil. Mais les gens maintenant qui utilisent les biologiques, ils ont un taux bien plus haut que les personnes qui sont en thérapie. Et on va en parler par la suite. Quand maintenant on regarde à l'impact physiologique parmi les gens qui ont un psoriasis qui est pire, on voit que le stress est bien plus important. Et donc l'impact est aussi celui de la Covid-19. Maintenant, va avoir un effet sur la comorbidité et donc la présence aussi du psoriasis. Les deux choses vraiment qu'il faut remarquer, c'est que il y avait des ordonnances qui étaient sur un temps bien plus long. De même que pour le fait que maintenant on avait un report de la visite chez le médecin de famille ou autre. Et si maintenant ça arrivait, vous allez avoir la perception d'un risque qui est bien plus élevé que la moyenne. Et ça, c'est du bon sens. Et donc vraiment, il faut penser au fait que les deux changements de comportement les plus courants parmi les patients viennent vraiment du fait c'est ça, exactement ça qu'on a remarqué. Il y avait ce risque qu'on avait remarqué parmi ces patients. Et si maintenant on regarde aux vrais risques, les choses qui vraiment peuvent rendre la vie bien plus pénible encore de psoriasis, il y a pas mal de choses qui sont semblables. Mais c'est pas la même chose en fait. Voici la liste qui peut maintenant rendre le psoriasis pire. C'est le stress. Il y a aussi un lien entre le fait qu'on soit obèse et la psoriasis. Et ça, c'est partagé avec la Covid-19. Ce risque est partagé. Là, il y a donc une corrélation entre les deux maladies. Et ce qu'on a remarqué lors de la pandémie est que ce n'était pas vraiment un signal très prononcé. Et la question maintenant a été de que se passe-t-il pour les gens qui ont d'autres maladies inflammatoires. Et donc, on a par exemple les IMID. Vous allez voir cet acronyme dans les prochaines diapos. Il y a des choses qui maintenant vont rendre le Covid-19 pire, des choses qui n'ont aucun effet et des choses qui vont maintenant bloquer la Covid-19. Mais maintenant, comment passe-t-on d'une Covid-19 qui ne soit pas si mauvaise que ça à une très mauvaise Covid-19 qui nous envoie à l'hôpital? On va parler du facteur de nécrose. Ce sont des cytokines qui sont importantes et on sait que le facteur de nécrose a une influence sur l'interleukine 23, qui a une influence sur l'interleukine 17, qui a par la suite une influence sur le psoriasis. Et on a des produits qui vont maintenant qui sont des inhibiteurs du TNF, qui ont donc un effet ici. Une partie de ces produits ont été étudiés aussi pour la Covid-19 et bloquent parfois le chemin du virus dans notre corps, comme vous le voyez. Et nous, au début, on avait vraiment un peu peur. Car quand on regarde aux toutes premières études qu'on voit ici, et on regarde les inhibiteurs de la leukine 17 et 23, et du facteur de nécrose, on a trouvé qu'il y avait maintenant un risque très très élevé pour des infections des voies respiratoires. On a 56% de plus, comme vous voyez ici, dans le premier cas. Et maintenant, si c'est vrai, est-ce que ces personnes ont maintenant un risque bien plus élevé pour la Covid-19? Mais, regardons maintenant au fait qu'on a finalement des données, parce que ça, c'était des études, les toutes premières études, et on a maintenant ici des centaines de patients de psoriasis venant de plusieurs pays, avec des gens qui étaient hospitalisés et des décès. Et quand on regarde maintenant aux non biologiques et on les compare aux gens qui utilisaient le biologique, à ce moment-là,
on a remarqué quel était le vrai taux d'hospitalisation pour ces personnes. Et quand maintenant on regarde au MIC, la thérapie, la monothérapie avec l'inhibiteur du facteur de nécrose, ça c'était associé avec moins d'hospitalisation. Regardons maintenant aux données pour le Canada. Ça c'était publié très récemment quand on regarde au taux d'hospitalisation de janvier à juillet 2020 en Ontario. Comme vous le voyez, ça c'est tous les patients qui ont ces maladies immunitaires. Et on voit ici des complications qui viennent, c'est-à-dire on voit les gens à l'hôpital à cause de la Covid-19. Mais maintenant, quand on regarde aux personnes atteintes par psoriasis, on se retrouve, on n'a pas remarqué ces complications, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu davantage d'hospitalisation. Oui, mais pour l'arthrite maintenant psoriatique, oui, il y a eu davantage de cas. Mais ça, c'est parce que ces personnes reçoivent aussi des composés qui vraiment rendent les personnes insuffisantes d'un point de vue immunitaire. Voici maintenant un gros groupe de patients avec des maladies auto-immunitaires qui sont là. Donc, ce n'est pas nécessairement des patients qui ont le psoriasis, en ce cas-ci, d'ailleurs, ça n'en est pas. Mais, et voici maintenant des données des États-Unis. Et il n'y a aucune preuve de risque accru d'hospitalisation si maintenant on a la Covid-19 pour ces personnes. Alors que maintenant, il y a une diminution de 36% d'hospitalisation quand on traite les gens avec l'inhibiteur du facteur de nécrose. Regardons maintenant aux autres résultats. L'hospitalisation et les décès quand on traite les gens avec les inhibiteurs de TNF. Ici, on a plus de 6000 patients venant de 74 pays, 300 patients avec la psoriasis. Les personnes qui étaient maintenant traitées avec monothérapie contre le TNF, si on prenait les méthotrexate, à ce moment-là, oui, le taux d'exposition et ou de décès grimpait de 100%. Si maintenant on avait des inhibiteurs contre le JAK, on avait un taux de 82% de plus d'hospitalisation ou de décès. Vraiment, quand on regarde aux patients atteints de psoriasis, ils percevaient bien sûr cette menace venant de la Covid-19 qui rendait la vie plus compliquée. Et c'est pour ça qu'ils tendaient à annuler, à reporter les visites. Mais c'est vraiment, il y a le problème de l'obésité qu'on avait remarqué auparavant. Et il y a aussi le problème lié au méthotrexate. Allô? 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 Et c'est ça qui arrive quand on est vacciné. Il y a donc une infection, mais on a pu passer aussi à la vaccination. Ce qu'on remarque à ce moment-là, c'est que, je vais vous le voir, c'est qu'il y a deux choses ici. Car quand on a un vaccin, on parle souvent des anticorps, bien sûr. Mais il y a une autre chose. Car souvent on oublie les cellules, les cellules T, qui sont là pour tuer les cellules qui présentent qui présentent les parties du virus sur leur surface. Regardons maintenant au fait qu'il y a des gens qui hésitent à se faire vacciner. Bon, la plus grande partie les gens qui en général se font vacciner et qui sont le psoriasis ne sont pas hésitants du tout, comme vous le voyez aussi. Regardez aussi les gens. En général, les gens qui sont les plus hésitants, sont les plus jeunes, alors que les personnes plus vieilles, eux, presque n'ont aucun problème à se faire vacciner. L'autre chose, c'est si maintenant on cible une thérapie standard, il y avait un taux de vaccination majeur par rapport aux gens qui n'avaient pas de thérapie systématique. Si maintenant on regarde aux populations racialisées, il y a peut-être eu des expériences qui font si qu'il y a des gens qui ont certaines hésitations à se faire vacciner. En outre, si maintenant on regarde
à la perturbation, un accès aux soins de psoriasis qui ont été perturbés, à ce moment-là, ils sont aussi hésitants. Tu peux pas voir le médecin, tu n'es pas sûr, tu ne sais pas si tu vas avoir une conversation sur du vaccin, et donc tu vas vacciner. Regardons maintenant aux facteurs de risque associés aux effets secondaires. Ça, ce sont maintenant tous les effets secondaires qu'on a remarqués. Ça, à nouveau, c'est tous les patients avec des problèmes auto-immunitaires. Et comme vous le voyez, ouais, c'est plus élevé qu'en termes d'effets secondaires, ils en ont plus. De même, les personnes plus âgées, et si maintenant, les femmes aussi, ils en ont plus. Il semble que le vaccin Pfizer a moins d'effets secondaires. Pour ceux qui touchent maintenant la 3e dose, elle semble très bien marcher. Rappelez-vous de ça. Une chose qu'on a remarqué, voici un exemple, c'est que est-ce que le vaccin va causer des poussées de psoriasis? Aux États-Unis, presque 200 millions de personnes aux États-Unis ont reçu au moins une dose de vaccin. Et 60 ont rapporté des problèmes de psoriasis. Donc, ce n'est pas la psoriasis qui cause l'aggravation. Mais, comme ça peut... On a vu aussi avec des autres vaccins, ça arrive avec tous les vaccins. Il y a aussi des variations qui arrivent. On n'a qu'à regarder ce qui se passe dans la plante des pieds, aussi dans les mains. Donc le psoriasis peut changer d'une partie du corps à une autre partie du corps après le vaccin. Pensez-y. Si ça arrive, il faut tout de suite parler au dermato, il faut tout de suite parler au médecin de famille. Regardons maintenant à l'efficacité. Ils ont regardé ici à la population de l'Ontario, l'efficacité après 2 doses de 92% parmi les patients avec le psoriasis. Et si maintenant on regarde en 120 jours, il y avait une efficacité qui était très très forte. Ça, c'est vraiment qui nous rassure beaucoup. Après la 3e dose, on voit à nouveau quelque chose qui ressemble. Et ça monte jusqu'à 96%. À nouveau, ça c'est vraiment quelque chose de très bon à savoir. Regardons maintenant aux gens qui suivent des thérapies. Que se passe-t-il chez eux? Le vaccin marche bien. Surtout, si vous avez une thérapie plutôt qu'une autre, comme vous le voyez, on est en train de regarder à la réponse venant des anticorps. Par exemple, quand on regarde à Pfizer, voici, et ils ont reçu des divers genres de thérapies. Les données ici montrent que les biologiques n'ont pas d'impact sur la réponse donnée par le vaccin, comme vous le voyez. Regardez, 98% des personnes sont tout à fait positifs. Ça, c'est vraiment très bon. Il y a un groupe où il y avait une très mauvaise réponse. C'est les gens qui avaient les glucocorticoïdes. 62% des personnes avec le méthotrexate avaient une bonne réponse. Qui n'est pas si bon que ça, mais c'est bien mieux qu'avec les inhibiteurs des cellules B. Après quoi, si on utilise maintenant l'infliximab, on voit qu'il y a une réponse qui est réduite après la première dose, mais ça marche très bien par la 2e dose. Autre étude qui nous montre ce qui se passe avec les biologiques, où on peut analyser ce qui se passe chez les patients ayant des questions immunitaires. Voici le groupe témoin, le groupe de méthotrexate, avec les inhibiteurs du facteur de nécrose ou les inhibiteurs de l'interleukine 17. Ce qu'on remarque, c'est qu'après 2 doses, le groupe alpha, donc le groupe de contrôle, marchait très bien. C'est ici qu'on voit une mauvaise réponse. Quand on regarde le groupe de méthotrexate, des inhibiteurs du TFN. Mais en général, autrement, les patients
Bon, très très bien. Il faut être par-dessus le seuil, comme vous le voyez, qui est donné par l'efficacité du vaccin. Et maintenant, regardons à 2 doses. Que se passe-t-il? Ça, c'était 2 doses mRNA. D'un vaccin à l'ARN messager, on remarque que ça marche très bien. Il n'y a pas de différence significative en termes de taux médian d'anticorps dans le sérum. Regardons maintenant, on rappelle. 3 doses, 2 doses. Et ce qu'on voit, c'est quand maintenant on a des personnes qui n'ont pas des conditions où ils sont immunocompromis. Et maintenant on les compare aux autres qui ont des problèmes d'auto-immunitaires. Vous allez voir qu'on passe de 109 jusqu'à 88%. Donc oui, ça marche. Mais ces gens n'avaient pas le psoriasis toutefois, mais ils ont des problèmes dans le système immunitaire. Regardons maintenant aux patients ayant le psoriasis avec certaines thérapies. Regardons au Delta. Ça, c'était le Covid-19 Delta. C'était la variante qui avait lieu au moment de l'étude. Vous voyez ici que on a ici toute la population, l'inhibiteur TFN, interleukine 17 et 23, les inhibiteurs, puis l'inhibiteur contre le 12-23. Comme vous le voyez, c'est que sont témoins et celles qui étaient étudiées vous donnent exactement les mêmes données en termes d'anticorps, indépendamment de la biologie qui avait été utilisée. Il y a ici des questions au sujet des composés antiviraux qui sont disponibles ici au Canada. Donc il y en a un qui est pris 2 fois par jour. Vous pouvez prendre le Paxlovid. Ça va bloquer la gravité de la Covid-19. Et une grande partie des médecins de famille peuvent maintenant vous faire l'ordonnance pour le Paxlovid pour éliminer des résultats liés à la Covid-19. Comme vous le voyez, on a aussi le Trovimab et le Remdesivir, où il y a une intraveineuse au premier jour, après quoi le Remdesivir 100 mg intraveineuse le 2e, 3e jour. C'est plus facile bien sûr que de donner quelque chose par la bouche, mais ça ce sont maintenant les traitements antiviraux qui marchent très bien. De recommandations maintenant pour les vaccins, il faut qu'ils se fassent vacciner avec le premier vaccin à base d'ARN pour lequel ils sont éligibles. En général, les patients doivent aussi se faire donner le rappel, le meilleur, celui à nouveau qui est basé avec l'ARN messager. Pour Pfizer, si on est 12 ans plus, 18 si on a le Moderna. Après quoi, aussi essayez de ne pas utiliser le méthotrexate si possible. Donc au moins pendant 2 semaines après le rappel, n'utilisez pas de méthotrexate. Bien, on va maintenant regarder au syndrome des porteurs sur le long terme et les implications. Il y a plusieurs noms ici. C'est important que de discuter cette question, car on voit pas mal de gens qui ont ces symptômes. Et il faut que vous le sachiez. Et si maintenant vous avez des symptômes, il faut que vous parliez à un médecin, car on peut vous traiter. Bien. Qu'est-ce qu'une personne sur le long terme? C'est un individu qui souffre des symptômes de la Covid-19 pour plus de 2 semaines, souvent pour plusieurs mois. Donc, quels sont ces symptômes? On voit par exemple fatigue, dyspnée, on a mal on commence à tousser, la rhinite, les yeux qui sont rouges, dysgeusie, mal à la tête, ainsi de suite. Oui, ça peut continuer, mais ça peut même rester. Il y a eu pas mal d'études de ce côté. En voici une où on a regardé ce que les gens rapportent en termes de symptômes. 27% ont indiqué qu'ils avaient toujours, après 60 jours, 27% avaient toujours les symptômes. Et de même, si maintenant on regarde, comme on avait vu auparavant, le plus on est vieux, le plus on avait des complications. Et si maintenant on regarde les symptômes, on a ce qu'on avait indiqué. Dysgeusie, ça veut dire qu'on n'arrive pas à sentir ce qu'on mange. Et voici à nouveau la liste
qu'on a donc les gens qui ont du mal à la poitrine, anxiété. Donc chaque étude a sa propre saveur. Regardons maintenant au statut. 51% des patients ont indiqué au moins un symptôme qu'ils n'avaient pas avant qu'ils avaient eu la Covid-19, par exemple la fatigue. 21, ils avaient des problèmes de cognition. Et comme maintenant, si on regarde aux patients qui sont passés par le centre d'urgence, et si on rassemble tous ces chiffres, on voit que ce qui est bon ici, c'est qu'il y a eu des problèmes en termes de psychiatrie et en termes aussi de problèmes de connaissance. Autre étude, il y avait 200 000 ici survivants de la Covid-19. Ils ont regardé ce qui se passe 6 mois plus tard. Cette étude montre qu'on a un risque bien plus élevé pour ce qui touche les risques neurologiques et psychiatriques. Et en général, ce qui se passe plus tard. C'est là qu'on remarque vraiment si la maladie est bonne ou mauvaise. Regardons aussi à la démence, l'anxiété. Ça aussi, c'est bien plus élevé. Regardons aussi aux problèmes musculaires. Eux aussi sont bien plus élevés. Ce qu'on pense, et ça encore, il n'y a pas de preuve, c'est ce qu'on pense à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une inflammation où le virus de la Covid-19 maintenant peut avoir un effet sur le cerveau et peut maintenant endommager le cerveau. Et comme je vous l'avais dit auparavant, le virus peut donc se lier aux vaisseaux sanguins du cerveau et causer des inflammations. Et on le sait, cette inflammation est liée à plein de maladies cérébrales. C'est pour ça qu'on voit davantage de dépression dans les gens qui ont le psoriasis, surtout parmi les personnes qui n'ont pas été bien traitées. Car ceci, on se retrouve avec des cytokines qui se déplacent partout dans le corps et peuvent aller jusqu'au cerveau. Et de même, ici, on a un problème respiratoire avec la Covid-19, mais ça peut passer jusqu'au cerveau. Autre chose ici, c'est que la dépression et des questions neurologiques sont quelque chose qui vraiment constituent un effet secondaire quand on regarde au psoriasis. C'est pour ça que c'est intéressant que de voir maintenant ce qui va se passer sur le long terme. Car ici, on a déjà certaines conséquences maintenant. C'est qu'il y a maintenant cette inflammation qui est probablement le lien entre la Covid-19 et les symptômes neurologiques qu'on remarque aussi chez les patients atteints de psoriasis. Ce lien donc entre la peau et le cerveau est quelque chose qui passe par un tissu qui était embryologique au début, n'est-ce pas? Et regardons maintenant aux leçons apprises, ça prend 2 secondes. Des choses qu'on a appris. 1. Tout d'abord, les masques sont utiles, c'est très important de les avoir. 2. La télésanté peut devenir quelque chose de tout à fait normal, important pour la santé. Les vaccins sont très très utiles. Et si on n'avait pas les vaccins, en outre, c'est pas tout le monde qui est traité de la même façon. C'est comme ça. Dans la société, on veut ça, non seulement dans notre société, mais partout dans le monde. Pensez à l'Afrique, par exemple, au taux de vaccination. Il faut aussi regarder maintenant à la santé mentale comme étant quelque chose qu'on doit prendre en compte. Et on pense aussi que les données probantes doivent être nécessaires quand on prend une décision. Vous l'avez entendu. Il y a des gens qui ont pris des décisions comme ça, sans regarder aux données probantes. Et on a même utilisé des thérapies qui marchaient mal. C'est pour ça qu'il faut aussi regarder la coopération mondiale nécessaire. Et regardez ce qui est passé avec la Delta. La Delta a passé par toutes les frontières. Enfin, la variante de la Covid-19, la Delta. L'enseignement est extrêmement important. Regardons à nouveau. Ça, c'est un papier venant du magazine Science. Et comme on le voit,
Ça, c'est un article de 1919, donc la grippe espagnole. Indifférence publique, c'était comme ça. Les masques, les distances, à nouveau, ça causait des problèmes quand on regarde le caractère personnalisé des mesures sociales. Après quoi, si on regarde maintenant aux pathogènes respiratoires, ils sont extrêmement infectieux. Ils passent d'un côté à l'autre personne encore. C'est très facile que de le passer à quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on doit penser à la prochaine pandémie. Ayant dit tout cela, je veux maintenant vous écouter vos questions. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer tout de suite aux questions. On commence par... tout d'abord, très bonne présentation. Merci. C'est pas facile que de donner un sommaire. Je ne sais pas si j'avais donné un bon sommaire ou pas. Non, c'est un sommaire fantastique. Et c'est important que de partager cela et de dire aux gens qu'il y a plein de questions. Une des choses, c'est comment est-ce qu'on peut dire s'il y a une bonne réponse, une réponse solide quand il y a ce vaccin. Parce qu'on a dit, une bonne réaction est quelque chose qui démontre tout de suite qu'on va avoir quelque chose, qu'on va être en bon état. Comment est-ce qu'on le sait? On le sait, malheureusement, on ne le sait pas. C'est quelque chose qui a lieu dans le corps. Donc on peut mesurer le titre des anticorps, il faut prendre une prise de sang. Mais autrement, on peut regarder aux symptômes. Mais il y a aussi des gens qui sont asymptomatiques, par exemple, ils n'ont pas de fièvre ou autre, mais qui ont une très forte réaction au vaccin. Et c'est pour ça que si on pense que c'est davantage de réaction au vaccin, ça, c'est pas nécessairement vrai. Bien. Autre chose. C'est pour ça que les gens doivent vraiment faire le rappel, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. On sait que le rappel marche. Et même si on répond bien, la réponse immunitaire est quelque chose qui décroît par la suite. Autre chose, c'est au sujet des masques. Des recommandations au sujet des masques. Personne n'a demandé. Bien. Est-ce qu'on doit continuer à utiliser le masque ou non? Est-ce une recommandation? Surtout qu'il y a du monde autour de toi. Qu'est-ce qu'on suggère exactement ici? Bien sûr, avoir le masque protège bien mieux que ne pas l'avoir. C'est pour ça que je demande aux autorités de la santé de regarder cette question. Bien sûr, il y a eu des mandats au sujet des masques qu'on a arrêtés. Et aux États-Unis et au Canada, c'est pas pareil. Les réponses sont différentes au sujet du masque. C'est ça l'approche au masque. C'est pas la même. Mais si on a des craintes de ce côté, utilisez le masque, allez-y. Dans l'hôpital, on a toujours le masque quand on a un patient. Mais en général, quand on regarde maintenant en termes de tendance, et si on regarde aux mauvais résultats des hospitalisations, elles sont diminuées. C'est pour ça que les autorités de l'hygiène, de la santé ont décidé que d'abolir les mandats du masque. Oui. Il y a aussi des autres questions. C'est-à-dire, quand on regarde à la thérapie et au rappel, est-ce qu'on peut regarder au rappel et peut-être c'est quelque chose qu'on injecte en nous-mêmes et regarder maintenant au calendrier, par exemple, est-ce qu'on devrait arrêter la thérapie, on doit faire quoi exactement? Oui, pour le biologique, n'arrêtez pas la thérapie, c'est bon, les chiffres sont bons, surtout pour les inhibiteurs du TNF. Donc ça c'est la recommandation. Et comme vous l'avez vu, en fonction des données, l'effet n'est pas majeur quand on regarde au titre des anticorps. Pas pareil pour le méthotrexate. Et il se peut qu'une grande partie des personnes l'utilisent encore. Mais quand on a le rappel, il faudrait s'arrêter pendant 2 semaines. On devrait arrêter le méthotrexate. Bien. Et rapidement, est-ce que le Paxlovid est quelque chose
est-ce qu'on peut parler davantage du Paxlovid en termes de l'accès à ce composé? Car on a aussi des suivis, ici des questions suivies. Oui. Oui. Par exemple, qu'est-ce qu'un titre? Un titre, c'est un chiffre qui dit combien d'anticorps, qui sont des protéines qu'on a dans le sang. Ce sont des protéines qui bloquent le virus. C'est donc le niveau de production des anticorps. Oui. Le Paxlovid, le gouvernement a utilisé un algorithme qui dit que ce que vous devez faire quand vous avez la comorbidité, que ce que vous devez faire. Et maintenant, le médecin de famille a le droit d'ordonner le Paxlovid. Et donc, il y a beaucoup de médecins qui le font. Il y a une interaction avec le biologique, non pas vraiment. Comme vous l'avez vu, il y a une thérapie qui est très courte. Donc, si on craint qu'il y a maintenant des composés qui interagissent entre eux, non, avec cyclosporine ou autre, non, c'est pas vraiment le cas. Mais en général, autrement, les biologiques marchent très bien. Bien. On a aussi d'autres questions. Je vais maintenant demander si on peut regarder ces questions. Est-ce que je peux te les envoyer? Est-ce que tu peux peut-être répondre à des questions générales par courriel? Merci. Ayant dit cela, je voulais maintenant dire qu'on a eu... il faut respecter le temps des efforts de l'interprète et les efforts aussi de notre fantastique orateur. C'est pour ça que les personnes qui sont là, je voulais vous remercier, vous tous. Je vais vous envoyer les enregistrements, on va faire de notre mieux maintenant pour vous envoyer le tout, y compris les réponses aux questions générales. Allez voir ce qu'on a sur l'internet. Si vous voulez vous enregistrer, faites-le. Et il y a plein de très bons renseignements en termes de biologique, de la pathologie, des données fondamentales, et donc des choses dont le docteur Kirchhoff a parlé. Vous pouvez en savoir davantage de ce côté, si vous êtes intéressé. Très très belle présentation, fantastique d'ailleurs. Et il faut le dire. Merci à vous tous pour avoir été des nôtres. Et je pense que tout le monde a été très heureux. Merci. Je vous remercie, vous aussi. Merci bien. Bonne nuit tout le monde.